Ça a bien de l'allure. Bon, on va commencer. Aujourd'hui, ça va peut-être être un podcast légèrement émotionnel, mais bon, c'est parti! Eh bien, on va se reculer un peu, excusez. Comme je suis proche, pas mal. Encore un peu. Bon. Bonjour à tous! Bienvenue à mon podcast On va s'en jaser. Comme vous savez, je suis votre hôte, Elisabeth. Eh bien, aujourd'hui, je sais. Ça fait 2 semaines en ligne que je suis supposée parler de mes animaux, mais quand je vous ai fait l'annonce que j'allais faire le podcast en retard cette semaine, parce que semaine de malade, à cause de mon auto, je vais vous commencer par ça avant de parler du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, finalement, va être le séisme de 2011 du Japon, qu'il y a eu jour pour jour, il y a 10 ans, le 11 mars 2011. Et là, nous sommes maintenant en 2021. Et c'est sûr, j'ai pas nécessairement vécu l'événement en tant que tel, puisque j'étais pas là-bas. Mais sur un niveau personnel, ça me touche quand même beaucoup. Parce que le Japon a toujours été un pays que j'admirais énormément, étant adolescente, et encore aujourd'hui. C'est une place que j'aimerais énormément aller dans ma vie, au moins une fois. Puis si la première fois que je vais y aller, je vais probablement vouloir y aller une deuxième et une troisième fois, mais c'est un détail. J'aimerais vraiment pouvoir y aller, et ça avant que ce soit un pays qui disparaisse de la planète, parti comme c'est là. Euh, comme la Floride et la Californie. Heureusement, j'ai eu la chance d'aller en Floride. J'aimerais pouvoir aller en Californie aussi avant que ce soit une région du monde qui disparaisse à cause des montées d'eau, etc. Vous devez probablement connaître déjà le sujet. Mais oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du séisme et tout ce qui s'en est suivi, parce que oui, ça a été un séisme, mais par la suite, il y a eu un tsunami, il y a eu la situation catastrophique qui s'est passée à Fukushima. Donc, ça s'est suivi de plusieurs catastrophes. Donc, c'est pas juste ça que je vais vous parler, c'est en général aussi. Parce que ça m'a donné envie de parler de ce sujet-là, parce que comme vous le savez, de ma vidéo, un de mes derniers podcasts, je vous ai parlé des vidéos étranges que j'écoute, ben, je suis extrêmement bien connectée avec plusieurs YouTubers qui vivent actuellement au Japon. Et il y a quelques semaines, ça va faire quasiment un mois maintenant, ils ont eu un aftershock, que ça s'appelle en anglais, c'est-à-dire c'est des répercussions du séisme qu'il y a eu en 2011, mais qu'après que ça se soit passé, il y a eu plusieurs aftershocks, c'est-à-dire que c'est d'autres petits tremblements de terre qui se sont suivis. Je dis petits, c'était quand même assez sentant, là. C'est comme si, suite au séisme en tant que tel, c'est comme si vous viviez sur un bateau pendant des semaines à des mois, là, tellement que les aftershocks se sont suivis régulièrement. Eh bien, ils en ont eu un nouveau aftershock de ce séisme-là. Je vais vous mettre la date ici, parce que je m'en souviens pas par cœur, mais ça fait pas très longtemps. Puis les gens qui ont été traumatisés de ça, ça leur a rappelé de mauvais souvenirs. Mais bon, je vais vous revenir sur ce sujet-là. Je vous fais juste une petite parenthèse rapide sur le pourquoi de mon retard cette semaine. J'ai enfin, comme vous le saviez, j'ai enfin terminé mon permis de conduire à la fin février. Et là, présentement, pour ceux qui ne le savent pas, on est le 13 mars. Et pendant ce temps-là, j'ai terminé mon permis de conduire, j'ai regardé pour un véhicule, j'ai enfin trouvé un véhicule. Puis là, ben, avec la semaine de relâche, tout a été plus long que prévu. Finalement, j'étais supposée l'avoir déjà il y a une semaine de cela. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, maintenant, je l'ai. Je suis allée le chercher. Excusez, je vais regarder la date. Je suis allée mercredi, le 10, chercher mon auto. Et là, elle est finalement à moi, elle est dans mon stationnement. Puis on fait encore des périodes de tests pour voir si tout va bien, puis tout. Puis, mais ça a été une grosse semaine. La première fois dont je suis allée travailler avec mon auto, les premiers déplacements. Fait que, tu sais, c'est le stress qui se relie à ça. Mais c'est du bon stress. Je sais que c'est une période d'adaptation, puis c'est normal. Mais oui, c'est la raison du pourquoi que ça a été plus long que prévu cette semaine pour moi avant que je sorte ce podcast-là. Je vous le filme le jour même, donc je vais le sortir. Je vais essayer d'éditer ça relativement rapidement suite à ça, mais bon. Et voilà, c'est la raison du pourquoi de mon retard. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais vous parler du séisme de 2011 qui s'est passé au Japon. Parce que personnellement, pour moi, ça me touche quand même d'un level personnel, puisque c'est un pays dont je me suis énormément attachée.
pour leur culture, les paysages, les gens qui y vivent. Comme je l'ai dit, je suis abonnée à plusieurs pages YouTube, dont des gens qui partagent leurs aventures, qui vivent là-bas, ces choses-là. Donc, je souhaite jamais qu'il arrive quelque chose à ces gens-là. Puis ça a été extrêmement dramatique comme catastrophe naturelle. Je sais que c'est pas la première, puis ça ne sera pas la dernière. Surtout pas ce qui concerne les tremblements de terre, mais c'est ça. Fait que le séisme là-bas a été de magnitude 9, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui est à dire sur dans notre échelle de tremblement de terre étant la plus élevée, parce que les Japonais ne mesurent pas de la même façon que nous leur tremblement de terre. Si je me trompe pas, c'est l'échelle de Shindo, qui ça s'appelle là-bas, puis eux autres, ça mesure de 1 à 7. Là-bas, c'était considéré comme un 7, évidemment, comme nous, dans notre échelle, c'était considéré comme étant un 9. Ça l'a affecté principalement la zone de Tokyo et un peu plus dans le sud. Je pourrais pas dire exactement c'était où. C'était la zone de Fukushima, comme que je parlais tout à l'heure, qui a été touchée le plus. J'ai la map devant moi. Puis c'était vraiment comme dans le sud. Le sud? Nord, sud, est, ouest. Bon, c'était dans le nord, finalement, excusez-moi, un peu plus dans le nord de Tokyo. Tokyo étant quasiment dans l'hémisphère centre du Japon. C'était légèrement plus haut un peu. Et ça a été quelque chose, là, selon les vidéos que j'ai écoutées. Plutôt des... pas des interviews, mais c'était des témoignages. Bon, c'était des témoignages qui parlaient de ce qui s'est passé là-bas. Puis j'en ai regardé un en particulier qui s'appelle The Only in Japan. John, qui est l'entrepreneur de ce YouTube channel-là, était là à ce moment-là. Il est arrivé au Japon en 98, donc il n'a pas connu le gros séisme de Kobe en 95, mais il en a entendu parler, évidemment, vu que ça a été quelques années après. Déjà, quand lui est arrivé là-bas en 98, il y avait encore des répercussions encaissées en 98 suite au séisme de 95. Donc, quand il était là-bas, en 2011, il parlait qu'il était tout bonnement dans son appartement en train d'éditer des vidéos pour son travail qui était en journaliste à l'époque. Et il en fait encore aujourd'hui, apparemment, ce qu'il racontait. Puis ça a duré au moins un bon 2 minutes, le séisme, qui est à dire que c'était extrêmement long pour un tremblement de terre, puisque normalement ça dure que quelques secondes, un tremblement de terre normal, alors que là, ça a été un bon 2 minutes. C'est pour dire comment que... Puis évidemment, tout était cassé, il disait, dans son appartement. La TV était rendue par terre, toute la totalité de sa vaisselle était cassée. Puis il y avait un hamster avec lui à ce moment-là, fait qu'il est allé tout de suite dans la chambre le chercher, le serrer dans ses bras pendant tout le long que ça se passait. Puis ce qui est relativement surprenant, c'est que là-bas, les bâtiments sont extrêmement sécuritaires. Suite à ça, puisqu'ils ont été bâtis en fonction des tremblements de terre, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment élastiques. Les bâtisses là-bas, ça fait vraiment comme... ça suit la vague, si on veut. Donc, c'est vraiment plus sécuritaire si vous restez à l'intérieur, si vous êtes dans un édifice là-bas durant un tremblement de terre. Alors, à partir de là, quand le tremblement de terre s'est terminé, il est sorti à l'extérieur en pensant que ça allait être mieux. Puis finalement, il y a eu un aftershock suite au tremblement de terre, comme je vous disais, principal. Puis il marchait dans les rues, puis il disait que c'est comme être sur un bateau à pleine vitesse, là. Que tu as de la difficulté à marcher, puis tu tombes à terre instantanément, t'es incapable de rester debout, là. C'était quelque chose. Puis le Japon a comme pas eu le choix d'aller chercher de l'aide suite à ça des États-Unis pour pouvoir les aider à contribuer à reconstruire, puisqu'il y a eu des dommages de 210 milliards de dollars. Mais heureusement, comme je vous ai expliqué, puisque les bâtiments là-bas sont maintenant rendus tout réglementaires pour résister au tremblement de terre, il n'y a pas tant eu de morts suite à ça. Moins qu'anticipé, du moins. Par contre, comme vous le savez, il y a eu un tsunami qui s'en est suivi de ça, qui a causé pas mal plus de dommages que le tremblement de terre en tant que tel, et évidemment, l'événement de Fukushima, c'est-à-dire de l'usine nucléaire qui a littéralement implosé pour causer beaucoup de fumes, excusez-moi, de nucléaire et toxique qui s'est répandu dans le pays. Donc, c'est principalement ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté le pays par crainte que ça les tue, plus que le tremblement de terre et le tsunami, c'est pour dire.
Et j'ai pas de chiffre de combien de gens qui ont... Je parle littéralement de Japonais de nature, là. Je ne parle pas nécessairement des immigrants qui vivaient là-bas déjà, là. Je parle vraiment d'une grande quantité de personnes Japonais qui sont départis, qui sont allés vivre ailleurs suite à ça. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que maintenant, quand on prononce le nom Fukushima, les gens ils ont comme peur de cet endroit-là maintenant. C'est tellement désertique là-bas. Il y a quelques villages qui ont encore des gens là-bas, mais ils vivent avec beaucoup de difficultés. Pas nécessairement parce il y a plus de fumes nucléaires là-bas présentement, ou du moins plus beaucoup, plus assez pour que ça affecte la santé des gens. Et ça reste qu'il n'y a plus personne qui veut aller vivre là-bas. Il n'y a plus personne qui veut aller là-bas pour visiter non plus. C'est rendu de fantôme. Parce que c'est littéralement comme un état, là. C'est un... En anglais, on appelle ça une prefecture. De la préfecture de Fukushima. Mais tu sais, c'est pas la ville. C'est littéralement comme une section du pays qui s'appelle comme ça. Et il y a plusieurs villages à l'intérieur de Fukushima. Puis Fukushima, en tant que tel, si on parle de la prefecture, sont spécialisés en bien d'autres choses. Les pêches, le saké, toutes ces choses-là que les gens n'ont plus la chance de goûter puisqu'ils veulent plus aller là-bas. Puis les gens qui vivent là-bas sont extrêmement pauvres aussi. Et ils ont pas eu autant d'aide que souhaité suite à l'événement. Ils ont comme voulu faire oublier ce qui s'est passé à Fukushima. Donc, ils n'ont pas tant donné d'aide gouvernementale à ces gens-là. Donc, il y en a beaucoup qui ont encore pas de maison là-bas. Ils n'ont pas de commerce. Et c'est fou comment je trouve ça malheureux. Puis, puis c'est un peu pareil dans d'autres sections du Japon qui sont plus pauvres. Si vous savez comment Tokyo, ça a pas pris de temps avant que ça se remette sur pied grâce à l'aide des États-Unis qui sont venus aider Tokyo, le Japon en tant que tel. Puis vu que c'était comme la zone plus touristique, qu'ils savaient qu'elle allait refaire beaucoup d'argent, ben c'est sûr qu'ils ont investi dans Tokyo. C'est normal. Mais il y a beaucoup d'autres endroits qui ont été affectés par le tremblement de terre qui n'ont pas eu autant d'aide qu'anticipé. Donc, il y a eu beaucoup de volontaires. Pour retourner à ce que John disait, pour sa part, suite aux événements, il s'est porté volontaire pendant plusieurs mois pour aider les individus qui avaient tout perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu de la famille, leur maison, la totalité de ce qu'il y avait. Ceux qui avaient des emplois, ce qui était pas mal toute la gang, honnêtement, ont possiblement perdu aussi leurs emplois avec tout ça, puisque on sait pas qu'est-ce qui est arrivé au building dont leurs emplois appartenaient. Et John a mentionné aussi qu'il y en avait, puisqu'il y en a beaucoup qui prenaient le train là-bas. Là-bas, sont très, très voyage en... Je dépasse, excusez-moi. Transport en commun. Ils sont très transport en commun. Il n'y en a pas beaucoup là-bas qui ont des autos pour voyager de leur travail à leur maison. Ceux qui vivent, exemple, plus au nord, qui viennent travailler à Tokyo, ben, tu sais, normalement, ils prennent le train. Eh bien, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de train fonctionnel à cause qu'il y avait beaucoup de choses devant les rails ou que les rails étaient détruites. Donc, il y en a qui ont dû marcher pendant des jours pour pouvoir se rendre à leur domicile, qui ne savaient peut-être même pas s'ils allaient être encore là. Et c'est horrible, c'est catastrophique, c'est horrible. Et aussi, il y a eu une bonne période qu'il n'y avait pas d'électricité. Eau courante, il y a des endroits qui l'avaient perdu aussi. C'est épouvantable, je veux dire. Pour un pays que j'adore énormément, heureusement, ils ont été capables de se remettre sur leurs pattes relativement assez vite, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas pour rien qu'on a la possibilité d'avoir les jeux, excusez-moi, olympiques. En tout cas, si on les a, là, cette année, là, puisque c'était supposé être l'année passée, qu'on les aille. Et ils ont cette possibilité-là, ben c'est génial. Je veux dire, suite au reste qui a été énormément difficile à se remettre en 10 ans. Puis comme je vous dis, il y a encore des répercussions, même après 10 ans, suite aux événements. Oh, excusez-moi, mais je trouve ça difficile, pour vrai, parce que j'aimerais vraiment être capable de pouvoir y aller, puis découvrir tout ce que les gens me disent, comme quoi que là-bas, comment c'est,
toutes les merveilles qu'ils ont à offrir. Puis j'aimerais ça que ce soit un pays qui réussisse à survivre suite à... Parce que eux, là-bas, en termes de catastrophes naturelles, ils ont pas mal toutes, pour être honnête. Ils ont les tremblements de terre, ils ont des tornades, ils ont des tsunamis, ils ont des volcans, ils ont... Ah, c'est fou, là. Ça n'a pas de sens. Puis je trouve que c'est pas pour rien aussi que, personnellement, je trouve que les Japonais, c'est quand même un bon peuple. Puisqu'ils vivent toutes ces choses-là au quotidien, là. Comme je vous dis, les tremblements de terre là-bas, ça arrive pas que dans ta semaine, il y en a pas eu au minimum un. Que ce soit de petite échelle, là, il y en a toujours un aux 3-4 jours, ça bouge, après ça arrête. Puis il y a toujours d'autres affaires qui s'en suivent, comme les tsunamis et toutes ces choses-là, ça arrive constamment. Et comme je vous dis, c'est pas pour rien que c'est un peuple très très vivant, je vais vous dire. Parce que justement, la vie là-bas peut tellement être perdue facilement que c'est un peuple qui est très accueillant. De plus en plus, surtout avec le tourisme, ça les aide énormément, puisqu'ils s'adaptent aux autres types de populations. C'est sûr que si on recule d'il y a peut-être 20 ans, c'était pas du tout la même chose, là. Le peuple là-bas, c'est sûr qu'il était plus craintif et tout, c'est normal. Ils ont été fermés très longtemps. Pas aussi longtemps, évidemment, que la Corée puis ces autres pays-là, mais les pays asiatiques ont été fermés très longtemps au reste du monde. Et c'est normal qu'ils aient un peu plus peur des étrangers, qu'ils soient moins adaptés aux autres langues, puisque même si vous parlez très fluidement anglais là-bas, vous avez de la difficulté à vous en sortir. Faut avoir au minimum une base de japonais pour réussir à s'en sortir là-bas, là. Parce que juste parler anglais, comment je pourrais vous dire ça? Genre, même si les Japonais, l'anglais fait partie littéralement de leur cours d'éducation, c'est très important là-bas, ben ils ont beaucoup de la difficulté à maintenir leur anglais. J'ai pas à parler, là. D'où qu'on vient ici, c'est un petit peu la même chose, là. Je veux dire, de plus en plus, les jeunes l'ont, là, mais si on recule il y a à peu près une quinzaine d'années, j'en connais pas beaucoup des gens qui ont la tranche d'âge avant moi, qui ont un anglais constant. Mais bon, c'est peut-être aussi parce que je viens d'une petite place, c'est très possible. Mais, en tout cas. Mais oui, comme je vous dis, ils ont tellement une culture intéressante à partager que je veux pas que ça soit détruit à tout jamais par ces choses-là, vu que c'est horrible. Puis je voulais avoir une petite pensée aujourd'hui pour ce merveilleux pays. Je sais qu'il est pas parfait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah, les Japonais avec leur telle affaire. » Je veux pas entendre de ça. C'est pas une journée pour ça. On n'est pas dans la journée pour cracher sur les autres pays du monde qui sont pas parfaits, parce que nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et c'est un événement extrêmement tragique qu'on doit ne jamais oublier. Personnellement, moi, je trouve ça extrêmement important. J'avais quand même quasiment oublié, sans vouloir être... parce que j'avais quand même juste 14 ans à l'époque des événements, puis j'étais pas autant attachée, je n'étais pas aussi connaissante du Japon, puisqu'à l'époque, la seule chose que je connaissais pas mal du Japon était les animés. Donc, j'en écoutais à l'époque, plus que maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse plus est vraiment la culture, la nourriture là-bas, tout ce qui vraiment, tous les aspects historiques même du Japon, je trouve ça intéressant as fuck. Donc, mais je suis pas extrêmement connaissante non plus, là, je veux dire, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, mais je trouve ça génial à regarder ça, voir comment ils sont quand même différents des pays d'ici. C'est fou. C'est quand même fou, là, je veux dire. J'essaie de trouver un exemple rapidement. J'ai rien écrit. J'ai la page Wikipédia devant moi pour avoir des faits, des statistiques rapidement, mais en tant que tel, je n'ai rien écrit. Je vous fais ça sur le fly. Je sais pas du tout combien la vidéo va durer de temps, mais je tenais à faire une mention à cet événement-là, puisqu'il faut pas oublier ça.
Autant comme le tremblement de terre à Haïti, toutes ces choses-là. Pour ceux qui le savent, Haïti s'est jamais vraiment remis de leur tremblement de terre. Si je me trompe pas, c'était en 2008-2009, leur tremblement de terre. Et ces choses-là, faut pas les oublier. Je veux dire, nous, au Canada, on n'a pas grand-chose à se plaindre, honnêtement. On se plaint toujours du froid parce que oui, c'est désagréable. Mais on est énormément chanceux comme pays puisqu'on a rien d'autre comme catastrophe naturelle. On n'a pas de volcan, on n'a pas de tremblement de terre, ou du moins on en a eu quelques-uns de très basses dans l'échelle. On n'a pas de tornade, on n'a pas de tsunami, on n'a pas rien ici. Donc, pour tous les Québécois, honnêtement, qui se plaignent en permanence de notre état ici, là, on n'a rien à se plaindre. Honnêtement. À part du froid, là, on n'a absolument rien à se plaindre. On fait juste descendre un peu chez nos voisins, les États-Unis, dans le sud, là. Et si on parle de la Floride, ces choses-là, la Californie, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, eux, ils ont pas mal plus à se plaindre que nous. Donc, taisez-vous. Plutôt, essayez d'avoir toujours la pensée, qu'est-ce qu'on a à se plaindre? Ayez une bonne pensée pour ces gens-là qui vivent ces catastrophes-là au quotidien. Pour surtout, mettons, les États-Unis dans le sud avec leurs tornades qui arrivent à toutes les 2 semaines. Il y en a des, je dis à toutes les 2 semaines, qui en ont quand même des grosses. Là. Je me souviens pas quand est-ce qu'était la dernière, mais j'ai comme arrêté d'écouter les nouvelles. Là. Depuis tout ce qui se passe, j'essaie de décrocher. Parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de pertinent à regarder, à part pour me démoraliser. Donc, je me tiens plus à jour autant de ce qui se passe. Moi, c'est vraiment avec l'Internet que je me tiens à jour. Puis... en tout cas, excusez-moi. J'ai-tu autre chose à mentionner par rapport à ça, honnêtement? Tu sais, ça a vraiment pas rapport. J'aurais quasiment dû en parler au début. J'avais pas de vêtements spécifiques pour le Japon, donc j'ai préféré porter une couleur en référence à eux pour une petite pensée aujourd'hui. Et bon, j'ai mis un coton watté rouge. J'avais rien d'autre, honnêtement, à me mettre sur le dos. Et, fait que là, je vais y aller avec des chiffres. Comme je vous disais, c'est pas pour rien que j'avais mis les statistiques devant moi. Je voulais vous donner des chiffres. Comme je vous disais tout à l'heure, sur l'échelle de Shindo, qui est à dire la façon dont il compte les magnitudes, etc. là-bas, était un 7 pour ce qui est le séisme de 2011. Ça s'est principalement affecté à Tohoku, au Japon, ce qui est si vous voyez la carte, vous avez comme Tokyo, qui est pas mal dans le centre, où vous allez un peu plus au nord, puis dans la petite pointe du Japon, ça s'est principalement passé là. Là, pourquoi que ça a affecté une grande partie au centre du Japon. Apparemment que selon les victimes, il y aurait eu 15 seulement, c'est bizarre à dire, mais il n'y aurait eu que seulement 15 897 morts suite à je parle bien seulement du séisme, je ne parle pas du tsunami, ni de l'attaque nucléaire qu'il y a eu à Fukushima. Il y aurait eu 2534 disparus, 6152 blessés, et 139 000 réfugiés. Puis ces réfugiés-là, comme je vous disais, il y en a eu beaucoup qui se sont réfugiés dans les stations de métro, puisque, comme je vous disais, les métros, ils n'ont pas servi pendant plusieurs semaines, le temps qu'ils nettoient les tracks, puis toutes ces choses-là pour que les gens puissent retourner chez eux. Donc, il y en a une grande quantité qui se sont ramassés dans les stations de métro à attendre que ça soit de nouveau fonctionnel, puisque les hôtels étaient énormément débordés. Et ça, peu importe où, puisque les gens n'avaient plus de maison. Les maisons qui ont été bâties avant une certaine année ne sont plus conformes aux mesures gouvernementales pour bâtir une maison. Aujourd'hui, c'est très, 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 très spécifique comment tu dois construire ta maison là-bas. Comme les piliers centrales de la maison doivent être en métal pour être sûr, un métal spécifique que ça puisse autant courber et rester stable. Il y a beaucoup de mesures que je ne connais pas, mais je sais que c'est spécifique à ça. Et c'est cela. Comme je vous disais plus tôt, suite au séisme, il y a un tsunami qui s'est engendré,
Puis ça aurait été un tsunami avec des vagues de jusqu'à 15 mètres de hauteur selon les observations et avec des pics jusqu'à 39 mètres enregistrés à Miyako. Puis évidemment, l'alerte maximale a été donnée puisque ça a évidemment affecté d'autres îles à proximité du Japon. Et au moins deux. Le 5 décembre 2011, la NASA annonce que le tsunami était en fait composé de plusieurs vagues, au moins deux, ayant fusionné en haute mer, et ce qui a multiplié sa force. Eh bien, j'en doute pas. En tout cas. Puis pour ce qui est de Fukushima, je me souviens d'avoir regardé une vidéo à l'époque qui parlait d'un gars qui était allé au Japon pour explorer. Ça, c'était évidemment avant tout ce qui passe présentement. Là. Il n'y a plus personne qui peut voyager, hein. Donc, il s'était rendu au Japon pour pouvoir explorer Fukushima. Je parle bien pas de l'usine, hein, mais de la prefecture qui a eu les événements. Donc, comme je vous disais, c'était déserté. C'est quasiment, je pourrais vous dire, c'est fantomatique là-bas. Puis dans un sens, c'est normal. Les gens ont tous eu peur de ce qui s'est passé. Et c'était horrible pour voir à quel point tout a été laissé sur place. Un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Tchernobyl, avec qu'est-ce qui s'est passé. J'en ai personnellement vu, puis c'était identique. Dans la vidéo que j'avais regardée, il y avait le gars qui était allé visiter les endroits, était allé dans un hôpital abandonné. Et l'hôpital a littéralement été laissé à l'abandon tel quel. Tous les équipements, tous les matériaux, toutes les choses ont été là, laissées là, à l'abandon, puis il n'y a personne qui est revenu les chercher. Jamais, jamais. Et premièrement, quel gaspillage, mais en même temps, ça se comprend encore là, puisque si tu restais dans la zone, tu étais potentiellement à risque de mourir, comme vous vous en doutez. Et c'est fou, là, comment ces gens-là ont été oubliés, là, par la suite. Ben, oubliés, se faire oublier. Oh, en tout cas. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je sais plus trop quoi vous en dire. Je trouve ça horrible, comme qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'espère qu'on n'oubliera jamais ces événements-là. Puis j'aimerais avoir la chance d'y aller, puis de supporter ces gens-là qui ont vécu ces choses-là. Parce que malheureusement, apparemment que selon les statistiques, il y a un autre tsunami de cette importance-là qui devrait réarriver dans les prochains mois à années. Et évidemment, je le souhaite pas. Absolument pas. Surtout pas avec ce qui se passe présentement et à quel point eux autres aussi ont été affectés par ça. Et oh. Ayez une pensée pour ces pauvres gens qui, il y a 2 jours, étaient une date catastrophique et que personne ne voulait se souvenir. Mais dans un sens, il faut pas l'oublier. Pour toutes les gens qui sont morts dans cette cause-là. En tout cas, c'était ça, mon podcast sur les événements du 11 mars 2011. Désolée d'avoir un peu baragouiné. Je préférais de pas me préparer puis que ça soit le plus naturel possible. Il va y avoir des coupures par-ci par-là, comme vous en doutiez. J'ai eu des moments de silence. Mais j'espère que ça vous a été quand même constructif. Et j'espère pour vous que vous allez pouvoir profiter de la culture japonaise qu'elle a à offrir d'une façon ou d'une autre. Et que j'espère que ça ne disparaîtra pas de sitôt. C'était Elisabeth avec l'épisode 7 de On va s'en jaser. On se voit la semaine prochaine. J'espère que là, ça va être plus facile pour moi d'enregistrer et que ça va être plus tranquille. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!